Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre, heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Voilà ce que Charles Péguy écrit lorsque toute une partie de la jeunesse rêve de la guerre, qu'elle envisage comme une imagerie d'Épinal. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels, répond Paul Valéry au lendemain de la guerre. Pendant 4 années de furie, l'Europe s'est acharnée à se détruire. Elle a sacrifié la plus belle de ses richesses, la plus irremplaçable, une jeunesse ardente, la plus belle jeunesse du monde, la jeunesse civilisée. Pleurez, mère des combattants. Ils m'ont pris mon enfant, ils m'ont pris mon trésor. Mon Dieu, soutenez-moi, mon pauvre enfant est mort. Proscrites soient les guerres qui font pleurer les mères. Tout mon corps est brisé, tout mon sang pâle est épuisé. Laissez-moi pleurer solitaire. Laissez-moi pleurer solitaire. Il partit sur la route avec d'autres soldats. Il me dit en riant, mère, ne pleure pas. Et pendant ma prière, l'écho disait, ma mère. Et c'était son adieu, je ne le savais pas, mon Dieu. Laissez-moi pleurer solitaire. Laissez-moi pleurer solitaire. Rien ne pouvait faire prévoir un acharnement aussi prolongé, aussi haineux, car rien ne sépare vraiment les peuples d'Europe en 1914. Il fait aussi bon vivre sous Poincaré ou Guillaume II que sous Georges V ou François-Joseph. Une carte de visite suffit pour franchir les frontières. Comment, dans ces conditions, un crime que tout le monde réprouve, l'attentat de Sarajevo, conduit-il à un crime que tout le monde approuve, la guerre? La guerre ne devient fatale que parce que tous les gouvernements la souhaitent. Fatale parce que les Russes croient y trouver une solution plus facile de leurs graves problèmes intérieurs, parce que les Autrichiens ne voient plus d'autres moyens pour maintenir leur empire disparate, parce que les Allemands sont pris de panique devant leur encerclement. Fatale parce que les Anglais redoutent l'expansion maritime et coloniale allemande. Fatale parce que les Français ont misé sur la Russie pour assurer la revanche, pour reprendre l'Alsace-Lorraine. Tous les gouvernements d'Europe sont donc décidés à saisir la première occasion qui se présentera. Le 28 juin 1914, premier dimanche d'un bel été,
tandis que les Parisiens affluent à Longchamp pour le Grand Prix, que les canoteurs envahissent les guinguettes de la Marne ou de la Sprée, tandis que les paysans rentrent leur foin, ce 28 juin, l'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie est assassiné à Sarajevo par un nationaliste pan-serbe. La Serbie, gonflée par ses récentes victoires balkaniques, envisage maintenant de réunir les frères placés sous la domination autrichienne, de faire résonner l'hymne serbe à Zagreb. Tout est à refaire, murmure le Kaiser Guillaume II en apprenant la mort de François Ferdinand, qu'il avait passé tant de temps à séduire. Le nouvel héritier est le débonnaire et pacifiste archiduc Charles. Décidément, demain l'Allemagne sera seule devant un monde d'ennemis. Alors oui, la guerre tout de suite. Il se décide le 5 juillet et donne carte blanche à l'Autriche pour punir la Serbie. Si la Russie bouge, l'Allemagne sera là. Et tant mieux si la France est vaincue par la même occasion. Un ultimatum inacceptable est envoyé par l'Autriche à la Serbie pour demander réparation de l'assassinat. Sur les conseils russes, la Serbie accepte pratiquement tout, laissant aux Autrichiens la responsabilité de rompre pour presque rien. Nous sommes le 25 juillet et la guerre apparaît soudain comme la seule issue vers laquelle tendent les efforts des gouvernements. En ce soir du 25 juillet, Jean Jaurès prend la parole à Lyon pour lancer un cri d'alarme. Citoyens, je veux vous dire ce soir que jamais nous n'avons été, que jamais depuis 40 ans, l'Europe n'a été dans une situation plus menaçante et plus tragique que celle où nous sommes à l'heure où j'ai la responsabilité de vous adresser la parole. Ah, citoyens, je ne veux pas forcer les couleurs sombres du tableau. Je ne veux pas dire que la rupture diplomatique dont nous avons eu la nouvelle il y a une demi-heure entre l'Autriche et la Serbie signifie nécessairement qu'une guerre entre l'Autriche et la Serbie va éclater. Et je ne dis pas que si la guerre éclate entre la Serbie et l'Autriche, le conflit s'étendra nécessairement au reste de l'Europe. Mais je dis que nous avons contre nous, contre la paix, contre la vie des hommes à l'heure actuelle, des chances terribles et contre lesquelles il faudra que les prolétaires de l'Europe tentent les efforts de solidarité suprême qu'ils pourront tenter. Songez à ce que serait le désastre pour l'Europe. Ce ne serait plus, comme dans les Balkans, une armée de 300 000 hommes, mais 4, 5 et 6 armées de 2 millions d'hommes. Quel massacre! Quelle ruine! Quelle barbarie! Et voilà pourquoi, quand la nuée de l'orage est déjà sur nous,
Voilà pourquoi je veux espérer encore que le crime ne sera pas consommé. Citoyens, si la tempête éclatait, tous, nous socialistes, nous aurons le souci de nous sauver le plus tôt possible du crime que les dirigeants auront commis. Et en attendant, s'il nous reste quelque chose, s'il nous reste quelques heures, nous redoublerons d'efforts pour prévenir la catastrophe. Mais Jaurès peut-il être entendu? Les socialistes de tous les pays peuvent-ils, comme ils se le sont jurés, empêcher la guerre? Ou, à tout le moins, pourront-ils en limiter l'extension lorsque, le 28 juillet, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie? Non, car la Russie soutient la Serbie et mobilise. Personne ne peut plus enrayer l'implacable déroulement des mobilisations et des ultimatums. C'est en vain aussi que le pape Pie X multiplie les prières et les objurgations. C'est en vain que Jaurès lutte désespérément. Dans tous les pays, le réflexe patriotique l'a emporté chez les socialistes. Mais, le soir du 31 juillet, un nationaliste exalté assassine Jean Jaurès, qui entre dans la légende auréolée du prestigieux mystère d'un éternel silence. Les cloches de toutes les églises sonnent le tocsin le samedi 1er août à 16h. La mobilisation générale française est ordonnée. La mobilisation n'est pas la guerre, croit devoir proclamer le président du Conseil, Viviani. Il n'en est pas besoin. Des cortèges enthousiastes parcourent les rues, des cortèges tonitruants accompagnent les régiments qui défilent, tandis que les femmes fleurissent les fusils. À Paris, les réservistes affluent à la gare de l'Est dans une atmosphère de kermesse patriotique. Et cette marée de jeunes hommes en casquette ou en canotier, aux moustaches fièrement dressées, brandit des drapeaux tricolores en criant « À Berlin !»« Nach Paris !» scandent les réservistes qui traversent Berlin sous les fleurs et les acclamations, en lissant fièrement leurs moustaches et en agitant leurs canotiers ou leurs casquettes. Et quand le Kaiser passe en revue sa garde, une foule immense l'acclame, tandis que retentit la vieille Präsentiermarsch de Frédéric Guillaume III. Que va faire la Grande-Bretagne? Elle a refusé de prendre position publiquement, mais depuis le 29 juillet, Sir Edward Grey manifeste son intérêt pour le maintien de la neutralité belge. Et le premier lord de l'Amirauté, Winston Churchill, met la flotte en alerte. Cependant, la Grande-Bretagne ne fait pas un geste quand les Allemands occupent le Luxembourg le 2 août. Ce même jour, une patrouille allemande en territoire français, près de Delle, tue le caporal Peugeot, premier mort de la guerre. L'ordre de retrait à 10 km de la frontière donné le 30 juillet est rapporté. Dans la soirée, l'ambassadeur allemand à Bruxelles demande à la Belgique de laisser passer les troupes allemandes. Le roi Albert Ier rejette cet ultimatum avec une noblesse qui fait de lui, pour toujours, le roi chevalier. Messieurs, jamais, depuis 1830, heure plus grave n'a sonné pour la Belgique. L'intégrité de notre territoire est menacée. La force même de notre droit, la sympathie dont la Belgique, fière de ses libres institutions et de ses conquêtes morales, n'a cessé de jouir auprès des autres nations, la nécessité pour l'équilibre de l'Europe de notre existence autonome, nous font espérer encore que les événements redoutés ne se produiront pas. Mais, si nos espoirs sont déçus, s'il nous faut résister à l'invasion de notre sol et défendre nos foyers menacés, ce devoir,
si dur soit-il, nous trouvera armés et décidés au plus grand sacrifice. Dès maintenant, et en prévision de toute éventualité, notre vaillante jeunesse est debout, fermement résolue, avec la ténacité et le sang-froid traditionnel des Belges, à défendre la patrie en danger. Je lui adresse, au nom de la nation, un fraternel salut. Partout, en Flandre et en Wallonie, dans les villes et dans les campagnes, un seul sentiment étreint les cœurs, le patriotisme. Une seule vision emplit les esprits, notre indépendance compromise. Un seul devoir s'impose à nos volontés, la résistance opiniâtre. Dans ces graves circonstances, deux vertus sont indispensables. Le courage calme, mais ferme, et l'union intime de tous les Belges. L'une et l'autre viennent déjà de s'affirmer avec éclat sous les yeux de la nation remplie d'enthousiasme. Ce 3 août, à 18h15, sous le prétexte de survols et d'attaques aériennes en Allemagne, l'ambassadeur baron de Schön remet à Viviani la déclaration de guerre de Kaiser. Depuis 2 jours déjà, la guerre a été déclarée à la Russie. Le 4 août, les troupes allemandes entrent en Belgique. Alors, à 19h, l'ambassadeur britannique à Berlin demande ses passeports. Le chancelier allemand, Bethmann Hollweg, effaré, débordé par des événements qu'il n'a pas su maîtriser, ose s'étonner naïvement devant lui que l'Angleterre fasse la guerre pour un chiffon de papier. Quelques jours plus tard, le prince de Bülow, ancien chancelier d'Allemagne, demandait à son successeur « Eh bien, dites-moi seulement comment cela est arrivé ?»« Ah, si je le savais !» bredouilla le malheureux. L'armée allemande déferle en Belgique. Les longues colonnes grises de fantassins, accompagnées de leurs voitures grises, de leurs canons gris, avancent à marche forcée, nach Paris. Des régiments de cavalerie emplissent les villes et les campagnes belges du piétinement innombrable de leurs chevaux magnifiques. Nach Paris. Le long des immenses colonnes ordonnées, c'est un long va-et-vient incessant d'estafettes à cheval, de motocyclistes, de voitures d'état-major. Nach Paris. Von Moltke peut être fier du spectacle extraordinaire de puissance que donne ce fleuve gigantesque et impérieux de soldats qui chantent pour soutenir leur cadence. Nach Paris. La petite armée belge ne peut évidemment opposer à cette ruée impétueuse que de courageux combats de retardement. Alors les Allemands exaspérés accusent la population de leur tirer dessus, prennent des otages, fusillent des civils. Louvain est incendié. Les forts de Liège, qui résistent sous les ordres du général Léman, sont écrasés par l'artillerie lourde. L'armée française est partie à la guerre en tenue de défilé. Capote bleue, pantalon rouge. Et de nombreux officiers ont juré, à leur sortie de Saint-Cyr, de combattre en gants blancs.
Tout le monde savait que les Allemands passeraient par la Belgique, sauf notre état-major. Et c'est à l'est, sur la ligne bleue des Vosges, que la concentration a été ordonnée. Malgré les avertissements du général Lanrezac, qui commande la 5e armée, la seule qui couvre très partiellement la frontière belge, flanquée de la petite armée britannique de French à Maubeuge. Joffre ordonne l'offensive à outrance, en Lorraine et dans les Vosges. Quelle explosion de joie lorsque le 7 août, Altkirch et Mulhouse sont enlevés par notre armée d'Alsace. Ce succès n'est hélas que local et passager. Dans le même temps que nos troupes sont contraintes d'abandonner Mulhouse, la grande offensive de Lorraine, de Morhange à Sarrebourg, est un désastre. Follement, héroïquement, les fantassins en pantalon rouge de la 2e armée ont chargé à la baïonnette, entraînés par leurs beaux officiers. Impitoyables, les mitrailleuses du Kronprinz ont fauché les piou-piou de Castelnau, et il a fallu battre en retraite vers Nancy et le Grand Couronné. Déjà des milliers de cadavres impriment leurs taches rouges dans les champs moissonnés, image qu'avait prévue Charles Péguy. Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour 4 coins de terre. Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. Heureux ceux qui sont morts sur un derrière au lieu, parmi tout l'appareil des grandes funérailles. Heureux ceux qui sont morts pour les cités charnelles, car elles sont le corps de la cité de Dieu. Heureux ceux qui sont morts pour leur hâte et leur feu, et les pauvres honneurs des maisons paternelles. Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés dans la première argile et la première terre. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Contre la progression de l'aile droite allemande en Belgique, la contre-offensive française est lancée le 21 août et la bataille s'étend à Charleroi. Partout, c'est la défaite. Sur tout le front, la mort dans l'âme, la rage au cœur, l'armée française bat en retraite.
Un coup de tonnerre déchire brutalement les illusions confiantes de l'arrière, le terrible communiqué du 29 août. La situation de notre front, de la Somme aux Vosges, est restée aujourd'hui ce qu'elle était hier. Ceci révèle pour la première fois l'ampleur de l'invasion. Un beau succès défensif à Guise ne permet qu'un bref répit. Et de nouveau, Kluck et Bülow poussent leur armée. Nach Paris! Épuisés, automates saoulés de fatigue et de poussière, affamés, mais portés à bout de bras par l'espoir d'une victoire rapide, les fantassins allemands martèlent les routes de France. Nach Paris! Devant eux, épuisés, saoulés de fatigue et de poussière, affamés, désespérés, les malheureux fantassins français se replient. Le gouvernement que Viviani a remanié pour représenter l'union sacrée de tous les partis juge nécessaire le 2 septembre de se replier à Bordeaux. La responsabilité de Paris est laissée au nouveau gouverneur militaire, Gallieni. Le 3 septembre, il fait afficher une proclamation dont le texte claque comme un coup de fouet. Habitants de Paris, les membres du gouvernement de la République ont quitté Paris. Ils vont donner une impulsion nouvelle à la défense nationale. J'ai reçu le mandat de défendre Paris contre l'envahisseur. Ce mandat, je le remplirai jusqu'au bout. Cependant, Joffre continue avec un calme olympien à diriger la retraite ordonnée de ses troupes. Il a relevé plusieurs chefs de corps de leur commandement, et toute une fournée de généraux est partie pour Limoges. En ces jours sombres, le découragement n'a pas cours, ni chez les généraux, ni chez les soldats, tels Psicari ou Péguy, tels des milliers d'autres qui tombent pleins d'espoir. Dans les territoires occupés, les civils narguent souvent les Allemands, parfois leur tirent dessus, provoquant de terribles représailles. Le compositeur Albéric Magnard, lorsqu'il meurt ainsi dans sa maison incendiée, venait peut-être de lancer comme un défi sa chanson du Rhin allemand. Nous l'avons eu, votre Rhin allemand. Il a tenu dans notre vers un couplet qu'on s'en va chantant. Efface-t-il la trace altière du pied de nos chevaux marqués dans votre sang? Nous l'avons eu, votre Rhin allemand. Son sein porte une plaie ouverte du jour où Condé triomphant a déchiré sa robe verte. Où le père a passé, passera bien l'enfant. Nous l'avons eu, votre Rhin allemand. Que faisaient vos vertus germaines quand notre César tout-puissant de son ombre couvrait vos plaines? Où donc est-il tombé, ce dernier ossement? Joffre attend une occasion de lancer ce qui sera sa dernière possibilité de contre-offensive. Soudain, l'observation aérienne révèle à Gallieni que von Kluck, au lieu de foncer sur Paris, serre sur l'est pour garder le contact avec Bülow. Gallieni lance Monoury tel un bélier dans le flanc de von Kluck. Vers le front afflue tout ce que Paris compte de troupes, par tous les moyens possibles. Réquisitionnés dans les rues de la capitale, les taxis, en une longue colonne, vont remporter la plus grande victoire psychologique de la guerre. En transportant 5 bataillons jusqu'à Nanteuil-le-Haudouin, soit 4000 hommes sur 25 km, ils deviennent le symbole de la débrouillardise optimiste, de la volonté de vaincre à tout prix, de l'initiative insolite qui donne confiance aux soldats. Le soir du 6 septembre, Joffre lance ses troupes en avant sur tout le front, par l'ordre du jour fameux. Au moment où s'engage une bataille d'où dépend le salut du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés à refouler l'ennemi. Une troupe qui ne pourra plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer.
4 armées alliées se portent en avant. Contre-attaque? Non. Cette fois, c'est la contre-offensive de ces soldats harassés et vaincus, de cette armée que les Allemands chassent devant eux depuis 1 mois, cette armée vaincue dans 10 batailles et toujours mordante. Sous l'élan irrésistible, c'est l'Allemand qui fléchit, qui recule. Bülow cède le premier et Kluck doit battre en retraite. C'est l'incroyable miracle. Château-Thierry, Épernay, Soissons, Reims reconquis, Paris largement dégagé. La bataille de la Marne s'achève en une grande victoire et Joffre peut écrire au ministre de la Guerre: le gouvernement de la République peut être fier de l'armée qu'il a préparée. À ses troupes, il lance l'ordre du jour de la victoire. La bataille qui se livre depuis 5 jours s'achève en une victoire incontestable. La retraite des premières, deuxième et troisième armées allemandes s'accentue devant notre gauche et notre centre. À son tour, la 4e armée ennemie commence à se replier au nord de Vitry et de Sermaize. Partout, l'ennemi laisse en place de nombreux blessés et des quantités de munitions. Partout, on fait des prisonniers. En gagnant du terrain, nos troupes constatent les traces de l'intensité de la lutte et de l'importance des moyens mis en œuvre par les Allemands pour essayer de résister à notre élan. La reprise vigoureuse de l'offensive a déterminé le succès. Tous, officiers, sous-officiers et soldats, avaient répondu à mon appel. Tous avaient bien mérité de la patrie. L'immense vague de joie qui soulève la France permet de laisser dans l'ombre les mauvaises nouvelles de nos alliés russes. En face d'une faible armée, commandée par le vieux général de réserve Hindenburg, la masse des forces russes, encore grossie par l'imagerie populaire en un véritable rouleau compresseur, s'est mise en marche vers Berlin. Les Cosaques à 5 étapes de Berlin. Cela remontait le moral au moment où l'on se battait pour sauver Paris. On voyait déjà le défilé de la garde russe dans Berlin au son de la marche des Préobrajensky. Mais à Tannenberg le 27 août, au lac Mazur du 8 au 13 septembre, les armées russes sont écrasées. La menace russe est écartée de la Prusse orientale. Pourtant, plus au sud, en Galicie, les Russes ont emporté Lemberg sur les Autrichiens. Et ceux-ci sont en pleine retraite, cramponnés à la forteresse de Przemyśl. Les Autrichiens n'ont pas été plus heureux contre les Serbes. Le voïvode Putnik a chassé l'envahisseur.
La France respire, certes, mais la retraite allemande reste bien ordonnée et s'arrête sur l'Aisne, où un système défensif a été rapidement élaboré en creusant de profondes tranchées que protègent des réseaux de fils de fer et de barbelés. Une nouvelle forme de guerre va s'imposer. Des Vosges à Verdun et à l'Aisne, le front est immobilisé par les tranchées. C'est donc sur l'aile nord-ouest que les deux commandements ennemis vont chercher le débordement. Ce sera la course à la mer, qui ne se terminera que lorsque les tranchées atteindront la côte, lorsque les barbelés plongeront dans la mer du Nord. Joffre a des renforts à opposer à cette poussée allemande, dont le fer de lance se heurte tout d'abord aux premiers intéressés à cette maîtrise du Pas-de-Calais, ceux que les Allemands avaient appelés la méprisable petite armée, les Anglais de French, dont le Tipperary devient célèbre. Au mois d'octobre, après avoir contraint les défenseurs d'Anvers à une difficile évacuation et à un regroupement sur l'Isère, les Allemands attaquent vers Calais. C'est un assaut massif de grandes masses fanatisées. Les jeunes réservistes allemands veulent offrir Calais au Kaiser, venu tout spécialement assister à la bataille. Ils avancent, certes, mais bien peu, et au prix de sacrifices effroyables. Les Belges, cramponnés au dernier lambeau de leur patrie, se battent comme des lions. Les Anglais de French, les Français de Durbal rivalisent de ténacité. Foch a été désigné pour coordonner l'effort des troupes alliées. Mais sur l'Isère, à Ypres, à Dixmude, une brigade suscite l'admiration de tous, la terreur des Allemands, les fusiliers marins de l'amiral Ronarc'h. Bourlinguer sur la mer jolie, le voilà notre vrai métier. Mais du moment que la patrie nous dit « Je te veux tout entier », aussitôt mettant sac à terre et prenant en main le flingot, le marin devient militaire. Pour se battre, ça fait son blot. Marchant gaiement vers la frontière, à ces Prussiens montrant morbleu. Quand tout pays, même sur terre, les cols bleus n'ont pas peur du feu. Quand tout pays, même sur terre, les cols bleus n'ont pas peur du feu. Pour commencer la rigolade, de France chassons l'Allemand, en chantant comme en promenade, chez lui conduisons-le gaiement. Et puisque sa flotte de guerre au port persiste à se cacher, et Pédibus jusqu'en sa tanière, Mathurin courront le chercher. Marchons gaiement vers la frontière, à ces Prussiens montrons morbleu. Quand tout pays, même sur terre, les cols bleus n'ont pas peur du feu. Quand tout pays, même sur terre, les cols bleus n'ont pas peur du feu. Vers le 15 novembre, les combattants épuisés laissent enfin le calme revenir sur le front. Argument suprême et décisif, on n'a plus de munitions. On était parti pour une guerre courte. Militaires et économistes étaient d'accord sur ce point. Dans un mois, nous donnerons la main aux Russes à Berlin, disaient les Français. Guerre fraîche et joyeuse, disaient les Allemands. Et maintenant, on est face à face dans les tranchées, en une sorte de match nul, haletant, après une incroyable débauche de balles et d'obus, avec chacun plus d'1 demi-million d'hommes hors de combat, morts ou disparus. Quand cessera ce calvaire ? De Nieuport à la frontière suisse, le front est stabilisé quand arrive l'hiver. Un hiver qu'il va falloir passer dans les tranchées, les pieds dans la boue glaciale, transi de froid malgré les lainages venus de l'arrière.
Pour tout horizon, une bande de terrain dévastée entre deux réseaux de barbelés. Les cheveux longs et la barbe hirsute, le poilu est entré dans l'histoire aux côtés du Tommy, dont on plaisante le thé sacro-saint. En face, ceux que les Anglais appellent les Huns, ce sont maintenant pour tous les Français les Boches. Les Boches haïs, nargués, méprisés, redoutés, qui occupent tout le nord-est de la France et presque toute la Belgique. En ce premier Noël de guerre, Debussy pense plus particulièrement à ses enfants des régions envahies, à ses enfants qui n'ont plus de maison. Nous n'avons plus de maison, oh là, oh là là. Les ennemis ont tout pris jusqu'à notre petit lit. Ils ont brûlé l'école et notre maître aussi. Ils ont brûlé l'église et Monsieur Joseph. Et le vieux pauvre qui n'a pas pu s'en aller. Oh là, oh là. Nous n'avons plus de maison, oh là là. Les ennemis ont tout pris jusqu'à notre petit lit. Bien sûr, papa est à la guerre, pauvre maman est morte. Avant d'avoir vu tout ça, qu'est-ce que l'on va faire? Noël, dis Noël, n'allez pas chez eux, n'allez plus jamais chez eux, punissez-les. Vengez les enfants de France, les petits Belges, les petits Serbes et les petits Polonais aussi, si nous entendons les Noël, Noël, surtout pas de joujou, tâchez de nous redonner le pain quotidien, petit Belge, petit sec, petit Polonais aussi. Nous n'avons plus de maison, oh là là. Les ennemis ont tout pris jusqu'à notre petit lit. Ils ont brûlé l'école et notre maître aussi. Ils ont brûlé l'église et Monsieur Jésus. Et le vieux pauvre qui n'a pas pu s'en aller. Noël, écoutez-nous, nous n'avons plus de petits sabots, mais donnez la victoire aux enfants de France, donnez la victoire aux enfants de France. Cependant, d'un bout à l'autre du front, il faut sans cesse entretenir la tuerie. Tantôt goutte à goutte, journellement, pour rien. Tantôt pour une attaque locale, pour prendre un observatoire, améliorer une position, ou faire germer des étoiles sur les manches des généraux. Parfois, enfin, pour une grande offensive où le sang coule à flot. Il faut percer, se retrouver en terrain libre pour revenir enfin à la guerre de mouvement, la seule vraie, celle que l'on enseigne à l'école de guerre. Et toujours, c'est l'échec. En vain les attaques meurtrières de Soissons, de Vauquois, des Éparges, du Linge, du Vieil-Armand. En vain cette sanglante offensive de Champagne, où s'illustre la Légion, lorsque, accablés par une attaque allemande, les légionnaires repartent en contre-attaque à la butte de soin en chantant « Il y aura du boudin ».
Je les grignote, confie Joffre, et les morts s'ajoutent aux morts. On s'est installé dans la guerre. Il a fallu remplacer les uniformes délavés et en loques, et depuis novembre 1914, progressivement, la tenue gris-bleu a fait son apparition. On distribue des capotes, des vareuses, des képis, des culottes, des bandes moltières, bleu horizon. En juillet apparaît le casque, qu'on appellera la bourguignotte. L'image définitive du poilu se complète. Depuis avril 1915 sont apparus les gaz de combat, lancés par obus ou en nappe. Pour se protéger, on a d'abord employé des lunettes et des compresses, puis le masque à gaz fera son apparition, ce qui achève de donner, aux mêlées dans le terrain lunaire du No Man's Land, dans le fracas des Minenwerfer et des crapouillots, dans le crépitement des mitrailleuses, sous la lueur blafarde des fusées, l'aspect d'un cauchemar surréaliste. Malgré tout cela, le moral reste bon. On rit, on se fait des blagues naïves. Dans les cantonnements de repos, on chante à tue-tête quand coule le pinard versé par l'immortel Madelon. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour le roux, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son vin, son œil pétille. Nous l'appelons la Madelon, nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Nous avons tous au pays une payse qui nous attend et que l'on épousera. Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. En comptant les jours on soupire, et quand le temps nous semble long, tout ce qu'on ne peut pas lui dire, on va le dire à Madelon. On l'embrasse dans les coins,
Elle dit, veux-tu finir? On se figure que c'est l'autre, ça nous fait bien plaisir. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Un caporal en képi de fantaisie s'en fut trouver Madelon un beau matin, et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon, pas bête en somme, lui répondit en souriant, et pourquoi prendrais-je un seul homme quand j'aime tout un régiment? Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main, j'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Les citations depuis le mois d'avril confèrent la croix de guerre. Un roulement de permission va être établi, comme en temps de paix. Quelques jours de voyage, quelques jours de détente, quelques jours de congés payés, en somme. 1 sou par jour, comme au front. Alors, encombré de musette, le combattant bleu horizon arrive un jour dans ce foyer dont il rêvait dans les tranchées. Sa femme est devenue le vrai chef de famille et travaille pour faire vivre la maisonnée. Partout, au champ, à l'usine, dans les services publics, les femmes ont pris la relève des hommes valides. Au café du commerce, le permissionnaire ne peut répondre aux questions des stratèges locaux qui lui expliquent la guerre. Il lui demande des comptes. Mais enfin, qu'est-ce que vous fichez à l'avant? Et l'arrière est abreuvé, par une presse étroitement censurée, de nouvelles rassurantes, de bobards héroïques, de jolis mouvements de menton, de balles qui ne tuent pas, d'obus allemands qui n'éclatent pas. Les Boches seraient affamés, Guillaume malade, la révolte gronderait en Allemagne. Nos soldats, au contraire, chantent gaillardement les mérites de la baïonnette. Rosalie pour les initiés. Rosalie, c'est ton histoire. Rosalie, c'est ton histoire. Que nous chantons à ta gloire. Vers sa boîte, Tout en vidant nos bidons. buvons-donc. Rosalie est si jolie. Rosalie est si jolie. Que les galants de Rosalie. Vers sa boîte, Sont au moins 2-3 millions. buvons-donc. Rosalie est élégante. Rosalie est élégante. Sa robe fourreau collante. Vers sa boîte, La revêt jusqu'au quillon. buvons-donc. Mais elle est irrésistible. Mais elle est irrésistible. Quand elle surgit terrible. Vers sa boîte, Toute nue, baïonnette. Oh! buvons-donc. Sous le ciel léger de France, Sous le ciel léger de France, du bon soleil d'espérance, vers sa boîte, on dirait le gai rayon. buvons-donc. La polka dont elle se charge La polka dont elle se charge, s'exécute au pas de charge, vers sa boîte, avec tambour éclairant. buvons-donc. Au mi-temps de la bataille, Au milieu de la bataille, elle perce et pique les tailles, vers sa boîte, part en tête et pointe à fond. buvons-donc. Toute blanche, elle est partie, Toute blanche elle est partie, mais à la fin de la partie, vers sa boîte, elle est couleur vermillon, buvons-donc. si vermeille et si rosée, Si vermeille et si rosée, que
nous l'avons baptisée Savoir, Rosalie à l'unisson. buvons-nous, Nous avons soif de vengeance. nous avons soif de vengeance, Rosalie versa la France faire savoir, de la gloire à plein bidon. buvons-nous. L'arrière travaille, tourne des obus, fabrique des canons, gagne de l'argent. Paris supporte avec héroïsme les rares incursions nocturnes des Zeppelins ou des Taubes. Que Viviani ou Briand ou Ribot soient président du Conseil, c'est toujours l'union sacrée autour du président de la République, le Lorrain Raymond Poincaré. Vous avez vu passer devant vous le long cortège des départements et des villes. Vous avez entendu leurs acclamations. Il ne s'est pas élevé une voix discordante. C'est partout la même résolution, froide et réfléchie, de tenir, de durer et de vaincre. Tout le monde comprend que l'enjeu de la guerre est formidable et qu'il y va non seulement de notre dignité, mais de notre vie. Serons-nous demain les vassaux résignés d'un empire étranger? Notre industrie, notre commerce, notre agriculture deviendront-ils à jamais tributaires d'une puissance qui se flatte ouvertement d'aspirer à la domination universelle? Ou bien sauvegarderons-nous notre indépendance économique et notre autonomie nationale? Problème terrible qui n'admet pas de solution moyenne. Toute paix qui viendrait à nous avec une figure suspecte et des propos équivoques. Toute paix qui nous offrirait des transactions louches et des combinaisons bâtardes ne nous apporterait sous de trompeuses apparences que le déshonneur, la ruine et l'asservissement. Le libre et pur génie de notre race, nos traditions les plus vénérées, nos idées les plus chères, nos goûts les plus délicats, les intérêts de nos concitoyens, la fortune de notre pays, l'âme de la patrie, tout ce que nous ont légué nos ancêtres, tout ce qui nous appartient, tout ce qui fait que nous sommes nous-mêmes, serait la proie de la brutalité germanique. Qui donc voudrait, par impatience ou par lassitude, vendre ainsi à l'Allemagne le passé et l'avenir de la France? Si les Allemands sont à l'ouest sur une prudente défensive, ils ont en revanche bousculé les troupes du tsar et occupent toute la Pologne, à laquelle, comme tout le monde, ils promettent la liberté. En novembre 1914, la Turquie s'est rangée aux côtés des empires centraux et menace Suez. Sur les instances pressantes du bouillant Churchill, l'attaque des Dardanelles est décidée. Le 18 mars 1915, la marine alliée tente de forcer les détroits. C'est un sanglant échec sous le feu des batteries turques. Alors on décide une action de débarquement. Le 25 avril, c'est Gallipoli. Mais les Alliés sont bloqués sur l'étroite presqu'île dont ils ne peuvent déboucher. On a fondé aussi de grands espoirs sur l'entrée en guerre de l'Italie à nos côtés, le 23 mai, après de substantielles promesses. C'est avec courage et enthousiasme que les Italiens se jettent sur les défenses autrichiennes de l'Isonzo. Le pas de course des célèbres bersagliers donne l'assaut. Une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, l'assaut sera renouvelé, en vain. Et à chaque offensive, les pertes italiennes augmentent, le moral des troupes baisse. Cependant, les Autrichiens ne peuvent indéfiniment entretenir 3 fronts de combat. Avec l'aide des Allemands et des Bulgares, leurs nouveaux alliés, ils en finissent avec les Balkans. Pour tenter de secourir les Serbes, et sans s'arrêter à la neutralité grecque, les Alliés débarquent des troupes à Salonique, mais trop tard. Et les troupes du roi Pierre, coupées de cette base, doivent faire une terrible retraite d'hiver à travers les montagnes d'Albanie. Anglais, Français, Italiens, évacués de Gallipoli, se retrouvent dans le camp bigarré de Salonique. Le soir, autour d'un bivouac, on écoute chanter les Serbes.
Lađa se kreće francuska, sa pristaništa Solunska. Lađa se kreće francuska, sa pristaništa Solunska. Transport se kreće Srbadi, ranjena braća bolesni. Transport se kreće Srbadi, ranjena braća bolesni. Moleše svetog Nikolu, najveću silu na moru. Moleše svetog Nikolu, najveću silu na moru. Živi se vratili kućama, živela bratska sloboda. Živi se vratili kućama, živela bratska Francuska. La maîtrise de la mer par les Alliés permet de maintenir cette tête de pont orientale. Les navires de surface ennemis sont bloqués dans leurs ports, sauf quelques corsaires allemands. Mais les sous-marins, les U-boats, ont entrepris une lutte meurtrière et spectaculaire contre la navigation alliée. La Grande-Bretagne ayant décrété le blocus de l'Allemagne, celle-ci décrète le contre-blocus des côtes alliées en février 1915. Désormais, les sous-marins attaquent impitoyablement les navires marchands alliés ou les neutres suspects. Le colonel House, conseiller du président des États-Unis Wilson, vient en Europe pour tenter de faire renoncer l'Angleterre au blocus et l'Allemagne à la guerre sous-marine. Mais pendant sa visite, le 7 mai 1915, le paquebot anglais Lusitania est torpillé et coulé au sud de l'Irlande. Il y a de très nombreuses victimes civiles, dont une centaine d'Américains. De l'interminable liste des victimes de la guerre sous-marine se détache le nom du compositeur espagnol Granados lors du torpillage du Sussex.